Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Le 15 janvier dernier, la Chambre de commerce du Grand Joliette a tenu un dîner-conférence autour du thème « Le harcèlement au travail, on ose en parler ». Voici quelques extraits du panel d'experts qui étaient présents pour en parler. Le harcèlement, que ce soit sexuel ou autre, est présent encore dans les entreprises, mais maintenant, on ne peut plus se cacher. Aujourd'hui, on veut aborder ce sujet-là avec vous dans un angle de légèreté, dans un angle de facilité et aussi être capable de se dire les vraies choses. Quand on reçoit ce document de plainte-là sur notre bureau, c'est quoi le premier réflexe du gestionnaire? Quand moi, c'est déposé sur mon bureau, c'est un des pires dossiers qui peut être déposé sur mon bureau. Parce que je ne l'ai pas planifié dans ma semaine. J'ai déjà mes choses à faire, puis quand ça arrive sur ton bureau, il faut tout que je tasse. Puis il faut que je m'attarde tout de suite à la situation. Je ne peux pas laisser passer ça. Comme gestionnaire, quand je reçois ça, c'est comme, pour moi, je dis, j'ai une faille. Je suis pas assez présent sur le terrain où je n'ai pas vu ce qui se passait. Puis je le prends personnel. Fait que j'ai plein de choses qui se bousculent quand je reçois une plainte comme ça, mais en gros, c'est sûr que c'est pas le dossier que j'aime le plus avoir. Vous avez, comme employeur, l'obligation d'avoir une politique sur la prévention du harcèlement. Et dans votre politique, si elle est bien faite, normalement, vous avez identifié une ou des personnes responsables du traitement des plaintes d'harcèlement. Donc, c'est très important, dès que vous êtes informé qu'il y a une situation d'harcèlement, de déclencher le processus d'enquête, faire enquête, pour faire en sorte de vous acquitter correctement de vos obligations à titre d'employeur. C'est important aussi de faire l'enquête pour deux raisons. Un, pour s'acquitter de nos obligations comme employeur, mais surtout pour documenter rapidement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, par expérience, je peux vous dire que lorsqu'une plainte d'harcèlement va au tribunal du travail, entre le moment du dépôt de la plainte et le moment où cette plainte-là va être entendue, on peut avoir des fois des délais de plus d'1 an. Dites-moi donc, avez-vous des trucs pour qu'on puisse tracer la ligne entre le harcèlement et le droit de gestion? Certainement. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que vous, comme employeur, évidemment, vous avez, en vertu de votre droit de gérance, le droit de contrôler le rendement de vos employés, également leurs prestations de travail. Ça veut dire qu'un employeur, par exemple, si j'ai un employé qui arrive toujours en retard, alors vous êtes en droit, premièrement, faire une première rencontre avec l'employé, avis verbal, avis écrit, suspension, faire une gradation des sanctions pour faire en sorte que le comportement inadmissible soit corrigé éventuellement. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les gens qui ont été impliqués dans un processus d'enquête, qui soient victimes ou personnes mises en cause? Qu'est-ce qui se passe après? Bien, c'est important de s'en occuper le plus rapidement possible. OK? Faut voir c'est quoi nos dispositions par rapport de l'un envers l'autre. Est-ce que c'est de l'éloignement? Est-ce que c'est une suspension avec salaire pour fin d'enquête? Parce qu'il faut quand même protéger le plaignant qui peut être en déséquilibre psychologique. On n'est pas en mesure de décider si c'est correct ou pas. Donc, ça, c'est les premières choses à faire. On s'entend souvent, moi, je le vois dans mes enquêtes, l'attente de la victime, c'est un congédiement. C'est ça, son attente. Donc, la victime s'attendrait à ce que la personne qui est en cause soit congédiée. Souvent, c'est ce qu'on voit. Mais moi, j'ai vu des entreprises où l'employé qui était mis en cause avait 20, 30, 40 ans d'années de service, avait probablement fait des embûches qu'on n'avait pas, on n'avait pas mis au dossier. On n'était pas en mesure de le faire. Il y avait une certaine gravité, mais ce n'était pas une gravité, ce qu'on appelle une faute grave ou quoi que ce soit. Il faut être capable de les accompagner dans nos conclusions. Il faut être capable de les accompagner pour que chacun puisse retrouver sa place, mais il faut gérer le plancher aussi. Parce que ça a créé toutes sortes de distorsions.
Ça a créé toutes sortes d'enjeux. Ça a créé toutes sortes de clics. Ça fait que dans notre rôle de gestionnaire, il faut être en mesure de remettre ça tout en place pour recréer une cohésion d'équipe puis retrouver un climat de travail. Il faut se rappeler que c'est une obligation partagée entre les employeurs et les employés. On doit avoir une politique en place, on doit s'assurer d'avoir un mécanisme de gestion des plaintes et, au besoin, aller s'outiller ou s'entourer de personnes qui vont pouvoir nous soutenir dans cette démarche-là. On a également Logique dans la région qui a mis sur pied un site qui s'appelle « Ça, c'est non » et qui va, dans la prochaine année, en collaboration avec Pratique, remettre à jour l'outil pour pouvoir aider et faciliter l'implantation d'une saine gestion du harcèlement et aussi des plaintes. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Fibre E, une toute nouvelle émission que j'aurai le plaisir d'animer et qui aura pour but de vous dévoiler le portrait d'entrepreneurs d'ici. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Qui sait, ça vous donnera peut-être l'envie à vous aussi de vous lancer dans l'aventure. Je vous donne donc rendez-vous chaque semaine, ici même, sur ma TV Lanaudière. Soyez-y. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Je m'appelle Jasmine, j'ai une amputation à la jambe gauche et j'adore faire la planche à neige. J'ai un grizzly sur ma prothèse parce que quand j'ai vu le dessin, j'ai comme vraiment fait « Wow, il me le faut sur ma prothèse ». Quand les gens me demandent c'est quoi qui est arrivé à ta jambe, ben, je leur dis que je suis née comme ça. Puis je leur dis que c'est pas ce qui m'empêche de faire le sport que j'aime. C'est vraiment grâce aux amputés de guerre si je peux faire de la planche à neige. Donc ce que j'aimerais dire, c'est un gros merci. La Cité Génération 55+ de Terrebonne célèbre cette année son 10e anniversaire. Les médias étaient conviés pour le coup d'envoi des festivités. L'ouverture officielle de Cité Génération 55 s'est effectuée le 24 janvier 2014. Donc, dans quelques jours, cela fera 10 ans. Chapeauté par la Commission de la famille, des affaires sociales, de l'action communautaire et de la condition féminine, ce projet s'est réalisé à la suite de nombreuses consultations auprès des principaux intervenants du milieu communautaire et de la population. On compte actuellement 2519 membres et nous avons le grand privilège de pouvoir compter sur le dévouement et l'implication de plus de 272 bénévoles. Je vous dis, c'est quand même exceptionnel, c'est très spécial comme place. Et ces bénévoles-là ont fait 30 076 heures de bénévolat en 2023, et ceci n'inclut pas le mois de décembre. Donc, je leur lève mon chapeau. Bravo à nos bénévoles. C'est vraiment quelque chose de formidable. Il faut souligner l'implication des membres, des employés, qui ont fait de la Cité un lieu où il fait bon de se divertir, de se renseigner et de sociabiliser. Cette année 2024 en sera une de festivités. L'avenir est rempli de défis que nous saurons relever pour nous assurer que la Cité demeure un centre par et pour les membres. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Eh bien, c'est aujourd'hui. Les membres de la Cité Génération 55 ne le savent peut-être pas, mais vous représentez l'avenir. L'avenir. Oui, monsieur, vous allez faire des petits
parce que l'institution que vous représentez, Madame Couture, fait des jaloux partout dans les autres villes de la région de la Naudière. J'aimerais également donc saluer l'apport que vous apportez à notre collectivité. Nos aînés, c'est une richesse, on le dit de façon, comment je pourrais dire, imagée, mais vous êtes également l'histoire, la mémoire de notre collectivité. Une cité Génération 55+ en action et dynamique, c'est le reflet de la ville de Terrebonne dans l'appréciation et l'affection qu'elle donne à sa population. On dit, lorsque j'étais à Québec, que les grandes nations du monde ou que les grands pays de la planète se reconnaissaient par la sensibilité, l'accompagnement et l'attention qu'ils portaient à leur population aînée. Je pense qu'à l'échelle municipale à Terrebonne, on peut dire mission accomplie et qu'on peut faire encore un petit bout de chemin pour les 10 prochaines qui s'en viennent. Bon anniversaire à la Cité Génération et longue vie à votre organisation. La Fondation Jean Lapointe lance sa 11e édition du défi 28 jours sans alcool. Il aura lieu du 1er février au 29 février inclusivement. Ce défi a pour but d'amasser des fonds et de sensibiliser la population aux problèmes de dépendance. Plusieurs artistes associés à la cause, dont Félix-Antoine Tremblay, acteur et animateur radio. Il nous rejoint pour aborder le défi 28 jours sans alcool. Bonjour, Monsieur Tremblay. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien, et vous? Oui, merci. Vous avez décidé d'être ambassadeur cette année. Pourquoi? En fait, je pense que, tu sais, pour moi, ça a été naturel quand on me l'a proposé parce qu'à la base, moi, le défi un mois sans alcool, je le fais assez souvent après les fêtes. Je trouve que ça fait du bien de prendre conscience un petit peu de sa consommation puis d'en être conscient pour d'abord réparer les brûlements d'estomac des fêtes, mais aussi pour voir un peu à quel point ça peut faire du bien de prendre un pas de recul. Quand on m'a approché pour faire ça, pour moi, c'était naturel. Je trouve que c'est important de se conscientiser, puis ça fait du bien. Est-ce que ça peut être une façon aussi pour les gens de voir à quel point ça peut être difficile pour une personne d'arrêter de consommer, pour certaines d'entre eux? Bien, je pense que oui, effectivement, tu sais, la base, c'est vraiment de se donner un défi personnel, mais tu sais, le défi du 28 jours est aussi pour ramasser des fonds pour la Fondation Jean Lapointe, la Maison Jean Lapointe. Donc, c'est sûr que de se mettre à la place de gens qui vivent avec des dépendances à l'alcool, par exemple. Un défi 28 jours, c'est un petit défi par rapport à ce que ces gens-là ont à relever. Mais oui, effectivement, c'est une belle façon de conscientiser les gens. Je pense qu'on a un peu tous dans toutes les familles des gens qui ont eu ou ont des troubles de dépendance, quels qu'ils soient. Donc, je pense que c'est important de se mobiliser, d'amasser des fonds pour des fondations qui leur viennent en aide et aussi de réaliser que ces gens-là, de montrer à ces gens-là qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est derrière eux puis qu'on est conscient de leurs problématiques puis qu'on fait tout en œuvre pour essayer d'améliorer ça. Puis ceux qui veulent participer, comment ils peuvent s'inscrire? Ah, ça, c'est facile. On s'en va sur le site Internet défi28jours.ca et sur ce site-là, vous avez toutes les informations. C'est super simple, en fait. C'est un défi 28 jours. C'est 28 $, donc pour la maison Jean Lapointe qu'on donne pour participer au défi. Ces sous-là, on amasse les sous pour venir en aide aux gens qui sont pris avec des troubles de dépendance et aussi les victimes collatérales, donc les familles, les entourages de ces gens-là. C'est super important, donc très, très facile. Un défi quand même assez simple en bout de ligne. Tu sais, je pense qu'après les fêtes, ça fait du bien aussi au portefeuille, à la santé, de prendre un pas de recul puis de se dire « Hey, je vais essayer de trouver des alternatives. » Puis il y a un volet aussi que j'aime aborder, c'est que je suis très, très proche des jeunes. J'ai la chance de faire de la télé-jeunesse. Puis moi, quand j'étais jeune, j'ai ressenti une pression par moment dans des soupers, dans des parties pour être cool, de prendre de la boisson et tout ça. Fait que je pense que c'est une belle façon aussi de montrer aux jeunes que c'est possible d'avoir du fun, puis c'est correct d'avoir une consommation raisonnable, puis qu'on est appelé des fois dans des soupers, dans des parties à juste pas boire, puis le fun est pas moins là. Apprendre à avoir du fun malgré justement qu'il n'y a pas de consommation. Puis cette année, quel est le montant que vous souhaitez ramasser? Bien, je pense que le montant optimal serait 1 million de $. Après ça, tu sais, je pense que ce qui est le plus important, c'est d'en parler. Parce qu'au-delà des chiffres, oui, tu sais, c'est important de se dire on veut viser un montant, mais au-delà des chiffres, plus on en parle, tu sais, mettons, là, j'en parle aujourd'hui, toi, tu le sais, peut-être que tu vas décider de le faire, peut-être que tu vas décider d'embarquer ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, tes amis.
je pense que c'est ça le but aussi, c'est de créer un mouvement, puis de créer, tu sais, ça existe depuis 11 ans aussi, ça veut dire que ça commence vraiment à être connu puis à devenir un classique de février. Donc, je pense que c'est ça le gros défi, c'est de réussir à embarquer plus de monde dans le mouvement puis de faire en sorte que ça devient super populaire, tu sais. Il y a quand même une incitatif aussi pour ceux qui participent. Je crois qu'ils ont des rabais pour certains, c'est avec certains commerces lorsqu'ils sont inscrits. Oui, exactement. Dans le fond, sur le site Internet défi28jours.ca, une fois que vous avez complété votre inscription, vous avez toutes les informations nécessaires. Vous pouvez aller là. C'est sûr que vous avez des petits bonbons en échange de votre contribution. Fait que non, je pense que ça vaut vraiment la peine. Puis c'est un 28 $ vraiment bien investi pour une bonne cause, pour une cause importante qui touche beaucoup plus de gens qu'on peut penser. Donc, c'est le bon moment parfait, justement, pour pouvoir conscientiser les gens autour de nous, pour aussi... C'est là que ça se passe, là, tu sais. Après les fêtes, on a bu, on a mangé. Là, des fois, on retombe un petit peu en mode, j'haïs ce mot-là, là, résolution, mais pas en mode résolution, plus en mode introspection puis recul par rapport à nos vies. C'est un bon moment pour prendre soin de soi, pour économiser un peu de sous, pour le faire par support, par défi personnel, par conviction. C'est là que ça se passe. Donc, je vous invite vraiment, toi la première, à aller vous inscrire au défi 28 jours. Bien, merci beaucoup, Félix-Antoine Tremblay, et de nous avoir accordé cette entrevue. Puis, on invite vraiment les gens à participer à ce défi 28 jours qui est pour une bonne cause et qui va aussi permettre à la population de conscientiser qu'on peut avoir beaucoup de plaisir malgré qu'il n'y a pas d'alcool puis qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. Puis, tu sais, c'est un défi, hein? C'est pas dit que c'est pas facile. Il faut juste reprogrammer notre cerveau des fois puis faire « Ah, je vais essayer d'autres choses. » Fait que bon courage à tous, puis on se voit en mars. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur notre site Internet. Vous pouvez désormais vous inscrire à l'infolettre pour recevoir les dernières nouvelles. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Bienvenue à Les Arts Lanaudière. Fibre, une toute nouvelle émission que j'aurai le plaisir d'animer et qui aura pour but de vous dévoiler le portrait d'entrepreneurs d'ici. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Qui sait, ça vous donnera peut-être l'envie à vous aussi de vous lancer dans l'aventure. Je vous donne donc rendez-vous chaque semaine ici même sur ma TV Lanaudière. Soyez-y. Le service des enquêtes du service de police de la ville de Repentigny cherche à identifier des victimes potentielles de Rodolfo Neptali Meya Rodriguez, 44 ans, de Repentigny. Toute personne qui aurait été victime ou qui connaît quelqu'un qui aurait pu l'être est invitée à se rendre à son poste de police local. Le SPVR rappelle que le public peut également transmettre de l'information de manière anonyme et confidentielle à Échec au crime au 1-800-711-1800. Toute l'équipe de TVRM souhaite offrir ses sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Yves Saint-Denis, décédé subitement le 19 janvier dernier.
M. Saint-Denis était un homme d'affaires de Terrebonne, ancien président de la Commission scolaire des affluents, ancien président de la Chambre de commerce des Moulins et ancien député à l'Assemblée nationale du Québec dans le comté d'Argenteuil. Le samedi 20 janvier dernier, Ulysse Academy présentait un match de hockey endiablé au complexe J.C. Perrot devant près de 1000 spectateurs. Bien que les Centurions se soient inclinés en prolongation, la journée était festive alors que c'était le lancement du nouveau programme de mentorat. Donc, le programme de mentorat pour notre Académie Ulysse, qui est un élève athlète à hockey, on fait aussi du multisport, mais c'est de pouvoir propulser les jeunes vers les universités. Donc, pour faire ça, de joindre une entreprise avec un finissant, on trouve que c'est une bonne idée. Donc, le jeune pourra avoir des stages l'été à l'entreprise, travailler éventuellement pour cette entreprise-là un jour. On valorise beaucoup les entreprises de Laurentides-Lanaudière, si on veut, en particulier Lanaudière, Montcalm, mais j'ai des gens qui sont venus au programme, sont devenus pharmaciens, des entreprises, ça arrive sud, puis ils participent. Donc, c'est beaucoup plus large que régional. Notre académie comporte des jeunes de la 6e année jusqu'à l'âge de 18 ans, si on veut, ce qui est l'âge post-secondaire, 17-18 ans. Donc, de 11 à 18 ans, chez nous, c'est ça qu'on a comme élève athlète. Mais le mentorat s'applique aux finissants. Donc, ceux qui sont rendus à 17-18 ans pour la route universitaire. On est inspiré plus de la philosophie scandinave. Donc, la nature, l'école, l'importance du respect, de la bienveillance, le multisport. Nos jeunes font aviron, vélo de montagne, la crosse hockey. Donc, c'est des athlètes. Puis, si le hockey devient le sport majeur, bien, ça les aide à les placer pour les bourses d'études. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est ce qui nous différencie des autres programmes. Au niveau du primaire, ils peuvent provenir de différentes écoles de la région. On a l'école secondaire de l'Odyssée à Terrebonne, secteur La Plaine. Pourquoi? Parce qu'on était là depuis le jour 1. Donc, on a un programme qui est du RSEQ au niveau secondaire qui est installé là. Et au niveau du post-secondaire, ils sont tous instruits directement dans le building du complexe du J.C. en classe privée. Donc, bonjour. Ici, moi, Charles-Émile Roger, avec mon collègue Barthélemy Lessard. On va parler du sport, de l'actualité sportive dans la Lanaudière dans le dernier mois, ce qui s'est passé, les événements majeurs, ce qui a retenu notre attention. Donc, je vais commencer avec le premier sujet qu'on va aborder, qui est le début de la Coupe du monde de ski qui a eu lieu à Val-Saint-Côme. Donc, c'est la deuxième année qu'il y a une Coupe du monde de ski à Val-Saint-Côme. Il y a plusieurs participants de plusieurs pays qui participent. Donc, Effectivement, il y a eu 86 participants, dont 60 aidants et plus de 100 bénévoles. Et comme a dit Charles-Émile, c'est la deuxième fois que Val-Saint-Côme accueille cette compétition. L'été dernier, on a su qu'ils ont obtenu plus de 1,5 million pour améliorer leur infrastructure pour les pistes de ski. Ouais. Puis c'est encore Michael Kingsbury qui a gagné la Coupe du monde. C'est la deuxième fois qu'il remporte. La personne qui est arrivée en deuxième place, c'est le Suédois Philip Gransford. Son nom est vraiment compliqué à prononcer. Et le troisième participant, c'est l'Australien Matt Graham qui a remporté donc, la médaille de bronze. Il y a même eu un blessé, un Québécois, un Canadien qui aurait pu perdre la vie carrément parce qu'il a fait une chute avec un participant et son ski a passé près de sa gorge. Donc ça aurait pu être très grave, mais heureusement, il a juste été blessé. Il n'y a pas eu de blessure grave dans d'autres mots. Donc c'était quand même... Ça s'est bien passé, puis c'était un événement assez le fun pour les gens là-bas. En parlant de ski, il y a aussi la station de Lanaudière qui est en hausse. Les pentes de ski sont présentement à 5 % de plus que l'année dernière. Donc, c'est 600 000 participants de skieurs qui sont présents dans les pistes de ski. Également, dans Lanaudière, à Val-Saint-Côme, nous avons qui sont à 9,9 %. Donc, c'est il y a plus de monde double. que dans les dernières années. Le monde aime plus ça skier, puis ça paraît... Le ski est vraiment d'ascension, peut-être un lien avec la compétition qu'on a nommée juste avant. Ouais, c'est un sport de famille, un sport que plusieurs gens ont envie d'essayer, puis il y en a plusieurs qui essayent. Puis dans des montagnes comme Saint-Côme, dans la Lanaudière, c'est des bonnes montagnes pour commencer. C'est un bon niveau, c'est pas trop dur, c'est pas trop facile. Puis il y a beaucoup de monde qui viennent parce que c'est pas trop cher, c'est abordable. Non, pour le niveau des billets, c'est comparé à d'autres monts. Dans la Lanaudière, c'est des bons monts. Durant la pandémie, le ski était un sport très populaire puisque les pentes n'étaient pas fermées. Donc, ils ont été fermés, mais pas trop longtemps. Donc, exactement, ils ont pu se représenter
à skier et avoir du plaisir. Donc, on va enchaîner avec la Ligue Junior 3. Les Prédateurs de Joliette. Les Prédateurs de Joliette qui continuent une saison plutôt difficile. C'est pas leur meilleure saison. Effectivement, ils sont à 6 victoires, 30 défaites. 6 victoires, 30 défaites, c'est pas leur meilleure saison. C'est aberrant, comme on pourrait dire. Heureusement pour eux, la période des échanges a été très forte. Plusieurs changements, 5 transactions. Il y a eu 5 transactions. Il y a le capitaine... Il y a le capitaine des Prédateurs qui s'est fait échanger, là, son DG Marc-André Hull, il a dit qu'il n'a pas eu le choix de l'échanger s'il fallait penser à l'équipe, à l'avenir et tout. Mais c'était pour le bon de l'équipe. Oui, donc, écoutez, ce fut un échange, je pense, difficile parce que c'est pas facile d'échanger son capitaine, mais on n'a pas eu le choix du côté des Prédateurs. Il occupe le dernier rang de la Ligue. Quand on termine la saison avec la première partie de saison avec 6 victoires et 30 défaites, c'est pas facile. Donc là, est-ce qu'on va voir un vent de fraîcheur en approche, tu penses? On va le souhaiter pour notre équipe de Lanaudière. Mais en parlant d'équipe de Lanaudière, il y a aussi les Cobras de Terrebonne, qui, eux, connaissent plutôt une bonne saison. Vraiment. Le DG Robert Dubuc a fait une transaction, justement, pour acquérir Anthony Di Cesare. Il est bien connu à Terrebonne, Anthony, puisqu'il avait déjà participé à la Coupe Napa. Il a gagné à la Coupe Napa l'année passée. Je pense qu'il avait récolté comme 4 buts dans un match. Exact, 4 buts. Vraiment bon pour un joueur dans cette ligue-là, pour de vrai. Puis les Cobras, je pense, sont quand même deuxième au classement. Ils ont une très bonne fiche, des très bons joueurs. Ils ont des chances de pouvoir gagner encore cette année. Puis également, ils ont acquis une nouvelle recrue. On parle de Samuel Tousignan, qui est acquis de l'ancien Phoenix d'Esther-Blondin. Il jouait dans Midget 3, Phoenix Esther-Blondin. Donc, ça, c'est pour les joueurs qui viennent du secondaire, qui jouent dans le Midget 3 pour ensuite faire le saut, soit dans le junior majeur ou dans le junior 3. Donc, c'est une bonne porte d'entrée pour lui. Il va pouvoir commencer sa carrière avec une bonne équipe parce que les Cobras sont très bons cette année. Puis, il va avoir du temps de glace de qualité. On va espérer que d'autres informations et puis d'autres qualités de joueurs, que ce soit dans le hockey ou dans le ski, se présentent dans le domaine de la Lanaudière. Donc, continuez à pratiquer vos sports, continuez à faire du ski, à suivre le hockey, à faire tout ce que vous voulez. Bouger, toujours le fun. Donc, au plaisir de vous revoir bientôt sur vos écrans et on se dit à la prochaine. Merci. Merci beaucoup.